Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur. La construction de 2 échangeurs à Nouakchott dans réseau urbain et le lancement de projets d'infrastructures routières en 2021, telles sont les réalisations dont le coup d'envoi a été donné le 3 juin courant par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Ces projets, fruits de la coopération entre notre pays et les partenaires techniques, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme prioritaire élargi du président de la République. En quoi consistent ces projets et quel sera leur impact sur la qualité de la vie des populations vivant en milieu urbain? Voici entre autres les questions dont nous débattrons dans ce nouveau numéro de Zoom sur avec nos invités, notamment M. Mohamed Lemine Ould Cheikh Abdallahi, bonsoir, chargé de mission au ministère de l'Équipement et des Transports, M. Malik Fall, directeur de la prévention et de la sécurité routière. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et M. Wan Ousmane, directeur des infrastructures des transports routiers. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ce reportage signé et préparé par M. Bokar Baila Ba. Reportage. C'est la bonne nouvelle qu'attendaient depuis fort longtemps les habitants de Nouakchott. Ainsi, un échangeur sera construit au niveau du carrefour Bamako, dans la Moukata de Riyad, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a supervisé la pose de la première pierre de la réalisation de cet ouvrage. L'échangeur du carrefour de Bamako s'inscrit dans le cadre du programme élargi Mes priorités du président de la République. Il est un exemple vivant du développement des infrastructures de la capitale. Il représente le deuxième volet du projet de construction et d'aménagement de carrefour à Nouakchott, mis en œuvre par le ministère de l'Équipement et des Transports, et le moyen idéal de relier les différents quartiers de la capitale Nouakchott. C'est un exemple frappant du développement des infrastructures de la capitale et une contribution à leur donner une nouvelle image plus attrayante. Et lors du cérémonial des allocutions, le ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmedou Mohamed Ould Hamid, a déclaré que le programme prioritaire élargi du président de la République comporte un volet lié au développement d'infrastructures pour accélérer la croissance. Il a indiqué que la construction de 2 échangeurs à Nouakchott contribuera à la fluidité de la circulation et la réduction des embouteillages au niveau des carrefours. En plus, cela permettra de renforcer une bonne image de la capitale. Le ministre de l'Équipement et des Transports a par ailleurs déclaré que la réalisation de ces ouvrages sera faite selon les règles de l'art. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Riyad, Abdallahi Mohamed Idriss, qui a salué cette réalisation qui brisera selon lui l'isolement de la Moukata de Riyad, fluidifiera la circulation routière et en fera une zone centrale de circulation fluide. Il a déclaré que la commune de Riyad sera le meilleur témoin de l'accomplissement par le président de la République de ses engagements à travers le programme Mes priorités. L'échangeur du carrefour Bamako sera exécuté par une entreprise chinoise sur une période de 24 mois. Il mesurera 200 mètres de long avec une largeur de 12 mètres et une circonférence de 20 mètres. Pour le coordinateur du projet de construction de l'échangeur du carrefour Bamako, Mohamedou Mohamed Mahmoud, cet ouvrage contribuera à relever les défis confrontés au niveau des carrefours, précisant qu'il ajoutera une nouvelle touche à l'infrastructure routière de la capitale. Mohamed Salem Ould Cheikh Ould Alem, représentant de l'entreprise chinoise, explique que l'échangeur, qui sera constitué de poutres en béton armé, englobera de routes qui seront construites parallèlement à cette infrastructure. L'objectif est d'éviter les embouteillages pendant sa période de construction et il sera équipé de signalisation pour guider les usagers afin d'assurer la fluidité du trafic. Coût du projet, plus de 172 millions de guillas financés par l'État mauritanien et durée d'exécution 24 mois. Merci Bokar Baila Ba. Merci également à nos invités.
Et pour commencer, que représente pour vous la pose de la première pierre de la construction de ces deux échangeurs et en quoi consiste ce projet gigantesque? Merci, M. Adahi. Je vous remercie de nous avoir invités à ce plateau. Concernant cette première question, comme vous le savez, il y a de cela moins de 2 semaines, Son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, a lancé les travaux de construction de 2 ponts importants au niveau de Nouakchott, le pont de Bamako et le pont de Haï Saken. Le même jour, il a lancé également les travaux de construction d'une voirie urbaine de 47 km et il a inauguré également une voirie urbaine que ces travaux se sont achevés la fin du mois passé, c'est-à-dire 40 km de voirie urbaine. Ces projets innovants rentrent dans le cadre de la modernisation des infrastructures routières. Et cette innovation rentre également dans le cadre du PROPEP, c'est-à-dire le programme élargi de Son Excellence le Président de la République, et rentre également dans le cadre des engagements du Président de la République. On se rappelle que dans le cadre de ces engagements, le Président de la République a évoqué la question de modernité des infrastructures routières. Il a évoqué également la question liée à la réhabilitation des routes sur le plan national et la construction de routes là où il y a une nécessité. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous constatons aujourd'hui au niveau du ministère de l'Équipement et des Transports qu'il y a une dynamique, il y a des projets. Il y a des projets de construction de ponts, il y a des projets de construction de voiries urbaines et il y a également des projets de réhabilitation de certaines routes nationales. Ces projets constituent, selon moi, ils constituent un événement parce que la dotation de notre ville, Nouakchott, de 2 ponts de dernière génération est un événement. D'accord, tant mieux. Allez-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina Muhammadin sahib al-taj wal-mi'raj wal-buraq wal-alam. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. السلام عليكم ورحمة الله. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous remercie donc pour l'invitation. Par rapport à la question, il faut rappeler que dans le cadre des engagements du président de la République, il avait pris l'option de doter notre pays d'infrastructures de soutien à la croissance. C'est extrêmement important. Dans le cadre de la construction de ces infrastructures de soutien à la croissance, qui vont véritablement booster notre économie et la compétitivité du pays, effectivement, nous avons jugé utile, après une étude, n'est-ce pas, du trafic au niveau de Nouakchott, qu'il était utile de construire ces 2 ponts au niveau de Haï Saken, et on va revenir tout à l'heure sur le trafic, et au niveau du pont de Bamako. Donc ces infrastructures vont radicalement changer le visage de notre capitale. Et dans le cadre de ces infrastructures de soutien à la croissance, il y a effectivement 300 km de voiries qui sont prévues. Et sur ces 300, on reviendra tout à l'heure, il y a un certain nombre de kilomètres qui ont déjà été réalisés. Donc, globalement, pour répondre à votre question, il s'agit d'un engagement du président de la République dans le cadre de la modernisation donc, de notre capitale, mais dans le cadre de sa volonté de donner à notre capitale une image, une belle image. Tant mieux. Monsieur Wan. Bonsoir, M. Dahi. Bonsoir. Je remercie la télévision de nous donner l'opportunité de faire la lumière sur les projets qui viennent d'être lancés par son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Cheikh Ghazouani, le 3 juin dernier. Ça fait donc juste moins de 2 semaines que ces projets ont été lancés. Comme viennent de dire nos collègues, ces projets représentent une réponse concrète à la résolution d'une problématique qui se trouve au niveau de Nouakchott, qui est le problème de la mobilité urbaine. Et le ministère de l'Équipement et des Transports a entrepris ce problème d'une manière stratégique. Donc, régler le problème de perte de temps au niveau de tous les carrefours et au niveau des réseaux urbains.
Cette stratégie se traduit par faire évoluer la construction des carrefours, l'aménagement des carrefours au niveau de la ville. Et pour ce faire, 10 carrefours ont été étudiés et nous avons commencé par 2 points stratégiques de la ville. Nous revenons sur mais pourquoi justement le choix de ces 2 carrefours, Bamako et Haï Saken? Voilà. Pourquoi? Allez-y. Très bien. Bon, comme vient de le dire mes 2 collègues, le choix s'est porté sur 2 carrefours, le carrefour Haï Saken et le carrefour de Bamako. Bon, ce choix, il fait suite au résultat de l'étude qui a été réalisée l'année dernière. Cette étude était réalisée au mois de juillet 2020. Les enquêteurs et les experts de l'étude ont fait un comptage au niveau de 10 carrefours dans la ville de Nouakchott. Ils ont étudié les questions liées à la mobilité urbaine, les problèmes de concentration, les problèmes de pression, les questions de mobilité dans tout genre, c'est-à-dire les déplacements des populations, des véhicules, etc. Et ils ont réalisé qu'au niveau de ces 10 carrefours, il y a des carrefours qui sont sous pression, particulièrement le carrefour El Haïsek. Ce n'est pas le cas pour le carrefour Bamako. Le carrefour Bamako a une autre dimension, c'est-à-dire une dimension socio-économique. Je reviens là-dessus. Concernant le carrefour El Haïsek, comme vous le savez, après le comptage qui s'est opéré du 14 au 20 juillet par des équipes, donc ils ont commencé, en principe, ils ont commencé le comptage de 8 h du matin jusqu'à 6 h du soir, c'est-à-dire jusqu'à 18 h. Ils ont constaté pendant une semaine que le trafic au niveau de ce carrefour, il avoisine les 24 000 véhicules par jour. Donc il y a une grande pression au niveau de ce carrefour. Et c'est tout à fait normal parce que le carrefour, par le carrefour El Haïsek, passe les véhicules partant vers les régions du nord, vers l'Inchiri, l'Ada, les Tirzamour, etc. Et les véhicules partant vers le centre du pays et les régions de l'Est. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait cette pression quotidienne au niveau de ce carrefour. D'où la réponse a été menée par le gouvernement, par les ministères de l'équipement et des transports, sur orientation de son Excellence, le président de la République. Le gouvernement a pris la décision de construire un pont de dernière génération au niveau du carrefour Haïsek. Quant au carrefour Bamako, comme vous le savez, le carrefour Bamako, il se trouve sur un axe principal, l'axe sud, la route sud qui mène vers la ville de Rosso, qui est une ville importante du point de vue économique, du point de vue social et du point de vue stratégique. Donc c'est la capitale d'une importante région du pays, et puis elle jouxte notre voisin, le Sénégal. Et puis cet axe, il se trouve également sur une route qui mène vers le port autonome de Nouakchott, le Pampa. Et vous savez l'importance du port comme poumon économique du pays. Vous savez également l'importance du port dans le cadre de sa compétitivité par rapport au port de la sous-région. Et là, si vous voulez, je peux quand même vous édifier un peu. Dans le cadre de la compétitivité du port économique de Nouakchott, les décideurs veulent attirer le marché malien parce que notre voisin, le Mali, n'a pas de côte maritime. Il est enclavé. Il est enclavé totalement. Les transactions qui se font à partir du port de Dakar, du port d'Abidjan, du port de Lomé et du port de Cotonou. Et dans le cadre du corridor Nouakchott-Bamako, le gouvernement a essayé quand même d'attirer les opérateurs maliens pour qu'ils reviennent vers le port de Nouakchott, et le port de Nouakchott devient un deuxième port pour le Mali. Est-ce que vous avez compris? Donc dans le cadre de cette compétitivité, la construction d'un pont ou d'un échangeur au niveau du carrefour Bamako solutionne un grand problème de mobilité urbaine. Et il fait partie également des doléances qui ont été posées par les opérateurs maliens. Donc c'est un port qui a une dimension c'est un pont qui a une dimension socio-économique extrêmement importante. Voilà. Non, juste pour rebondir. Oui. Effectivement, le port de Nouakchott a des avantages concurrentiels extraordinaires par rapport à la sous-région. Qui justifie justement la construction de ce pont de Bamako particulièrement. Parce que, vous savez, nous avons de l'espace au niveau du port de Nouakchott, contrairement à certains autres ports dans les pays voisins. Donc c'est un avantage énorme. Ensuite, du point de vue de la distance entre Nouakchott et Bamako, si certaines
tracasseries sont levées ou allégées, vous conviendrez avec moi que ça permettrait effectivement à notre port de vraiment gagner en termes de notoriété et d'accès. Mais un point extraordinaire, c'est que le port de Nouakchott, nous considérons que ça doit être aussi le port de Bamako. Le Mali, c'est quand même 18 millions d'habitants. Et c'est extrêmement important pour nous de capter ce marché. Et effectivement, le port de Nouakchott est une solution pour les Maliens qui l'ont testé. Et nous pensons qu'effectivement, ces infrastructures sur lesquelles l'État s'est engagé sont de la plus haute importance. Est-ce que le démarrage de ces travaux pour les deux échangeurs ne vont pas un peu entraîner des perturbations au niveau de la circulation? Et si oui, quelles sont les solutions appropriées? Est-ce qu'il y a des routes parallèles qui vont être créées? Oui, tout à fait. Vous savez, dans le cadre de la direction de la prévention et de la sécurité routière, nous avons le bureau de contrôle routier. Et ce bureau de contrôle routier, justement, a vocation à réguler, à contrôler la circulation routière, mais également à effectivement faire de la sensibilisation, informer les populations sur tout ce qui se rattache à la route. C'est pourquoi, avant le lancement donc, de ces projets, nous avons eu à lancer un communiqué pour informer l'ensemble des usagers que les travaux vont malheureusement engendrer des perturbations au niveau de la circulation. Mais nous avons prévu effectivement de faire des déviations qui sont bien entretenues et sur lesquelles il y a une signalisation. Et donc, avec les entreprises qui s'occupent donc de ces travaux, nous sommes en parfaite coordination pour effectivement prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que effectivement la circulation reste fluide. À ce niveau, vraiment, nous avons pris les précautions et dans le communiqué, nous avons demandé aux populations de bien comprendre les inconforts créés par ces travaux. Monsieur Wan. Donc, si vous permettez, pour revenir sur pourquoi ces deux points stratégiques, comme je vous ai tout à l'heure signalé, que de la même manière que sur la route de Nouadhibou, nous avons construit un échangeur qui desserve l'aéroport de Nouakchott par rapport à la ville et par rapport au trafic qui sort et qui entre en échange avec la route de Nouadhibou. C'est un point stratégique, donc c'est de la même manière que le pont de Bamako est stratégique par rapport aux échanges qui se font avec le port et la route de Rosso. Et le pont de Haïsakin, comme vient de bien souligner notre collègue, que le trafic justifie que c'est un point de congestion et de conflit de véhicules. Et au-delà de tout ça, c'est une approche radiale pour résoudre le problème de mobilité. Pour résoudre le problème de mobilité, c'est vrai, les gens se concentrent sur le centre-ville. C'est vrai, le centre-ville où il y a plus de bouchons interminables. Mais c'est normal parce que c'est la destination finale de tous les usagers qui viennent. Donc, automatiquement, la vitesse devient très faible. Par contre, au niveau des sorties de ville, il faut permettre aux véhicules qui doivent aller vers le transit, c'est-à-dire vers les villes extérieures, qui permettent d'avoir accédé à la vitesse requise pour aller vite et évacuer les voies intérieures. Et l'interéchange entre les quartiers périphériques, si vous voyez que le carrefour de Bamako et celui de Haïsakin sont implantés au niveau des quartiers périphériques. Donc permettre l'échange des quartiers périphériques entre elles, sans passer par le centre-ville, va alléger, va soulager le centre-ville. Donc c'est une approche radiale qu'on va essayer de progresser vers le centre-ville et organiser d'autres carrefours, Inch'Allah. Beaucoup de gens posent la question, pourquoi pas le carrefour de Madrid? Le carrefour de Madrid, c'est un autre projet qui est vieux de 10 ans, depuis maintenant quelques temps, le projet est en cours. Et le financement est pratiquement en cours de discussion. Donc c'est un projet à part. Donc il n'y a pas une raison que les gens disent qu'on a privilégié ce projet. Par contre, le projet de Bamako et de Haïsakin, c'est venu dans le cadre des programmes priorités élargies
du président de la République. Mais il n'y a pas que le carrefour Madrid qui est en veille, il y a également le pont de Rosso. Effectivement. Il faut en parler. Effectivement. Alors, vous avez un mot à ajouter? Bon, justement, concernant le carrefour Madrid, bon, sa construction rentre dans le cadre du partenariat entre la République populaire de Chine et le gouvernement mauritanien. Donc, je pense que c'est un don de la République populaire de Chine. Les discussions sont dans un état d'avancement et ce carrefour sera construit sous peu. Par contre, concernant le pont de Rosso, donc c'est un financement de la Banque africaine de développement. D'ailleurs, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports, a assisté au lancement des travaux en présence du ministre sénégalais des Transports. Il y a de cela de 3 mois, je pense. Donc, et ces travaux vont démarrer également. Bon, il y a la question de l'emprise, la question de les expropriations, libération de l'emprise et des questions, je crois, d'indemnisation des populations qui posent encore problème. Et du moment où ils sont solutionnés, les travaux vont commencer. D'accord, tant mieux. C'est une action louable, mais on le sait, l'essentiel, ce n'est pas de développer des infrastructures routières, mais il faut également les entretenir, il faut qu'il y ait un véritable suivi, il faut de la maintenance. Justement. D'accord. Justement. Avant d'entamer ce point extrêmement important, j'aimerais dire que par rapport à l'entretien routier, il y a lieu d'évoquer la question de la sécurité routière. Oui. Et vous savez que notre pays, depuis 2006, s'est engagé dans une stratégie nationale qui est régulièrement actualisée, donc une stratégie nationale de sécurité routière. Et dans le cadre de la nouvelle stratégie qui est encore sur la table, qui doit prochainement être adoptée, il y a effectivement cette vision du président de la République qui consiste à améliorer la sécurité routière. Mais comment il faut l'améliorer? Justement, mais comment? Justement, il y a 5 axes essentiels dans la stratégie qui vont véritablement nous aider à améliorer la stratégie la sécurité, la stratégie nationale, en fait, qui vont nous permettre d'améliorer notre sécurité routière. Et ces axes sont inspirés d'une stratégie mondiale d'action pour cette décennie 2021-2030, donc d'une stratégie mondiale donc de la sécurité routière. Parmi ces axes, et le Premier ministre l'a évoqué lors de son bilan en janvier dernier, le bilan et perspectives de l'action gouvernementale, il a évoqué le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. Donc dans ce cadre, vous savez que le département a pris tout dernièrement des initiatives extraordinaires dans le sens de créer des directions centrales qui s'occupent effectivement des aspects opérationnels donc, du ministère. Et c'est dans ce cadre-là qu'une direction de la prévention et de la sécurité routière a été créée. Sur le plan réglementaire, vous savez que notre pays est doté donc d'un code de la route qui est régulièrement actualisé, qui est en cours d'actualisation aujourd'hui et qui comporte effectivement des corrections sur certaines insuffisances qui ont été remarquées dans les codes passés. Quelles sont justement ces insuffisances à titre d'exemple? À titre d'exemple, pour ne pas aussi évoquer certaines choses en plateau, à titre d'exemple, le port de casque, par exemple, pour les motocycles. Ouais. Ce port de casque, c'est prévu dans l'article 19 du Code de la route. L'article 19 précise que les motocycles de 100 cm3 de cylindre, effectivement, et plus, pour ces cylindres, il est prévu le port de casque. Mais moins de 100 cm3, rien n'est prévu. Donc il y a lieu de corriger cela. Le port de la ceinture. Le port de casque, je parle des insuffisances. Il y en a d'autres, je ne vais pas les évoquer en plateau, mais c'est un travail technique que nous sommes en train de faire. Et c'est lequel, effectivement, nous accordons donc un grand intérêt. Le second axe stratégique concerne l'éducation et la sensibilisation des citoyens sur la sécurité routière. Et c'est un travail que nous faisons dans le cadre de notre direction et dans le cadre du bureau de contrôle routier. Le troisième axe, pour ne pas trop monopoliser la parole,
Oui, le troisième axe, et qui est un axe essentiel, concerne l'infrastructure routière, la sécurité des infrastructures routières. Donc il s'agit pour nous, en amont, de travailler avec la direction concernée, la direction des infrastructures, pour nous assurer que la construction de nos routes respecte effectivement les normes de construction sûres, n'est-ce pas, pour garantir donc la sécurité des citoyens. Pour éviter un peu les fissures, des routes bitumées, les nids de poules, les langues de sable. Exactement, tout cela. Cela relève plus de l'entretien routier, mais je parle des actions qui doivent être menées en amont pendant la construction de nos routes, réfléchir ensemble de manière coordonnée pour qu'effectivement on prenne en compte l'aspect sécurité routière. Le quatrième point concerne les véhicules, justement. Dans certains pays voisins, quand on fait les visites techniques, mais il y a plus de 1000 checks qui sont faits sur les véhicules. Nous savons comment la visite technique est faite chez nous. Donc il y a lieu, et c'est la volonté des autorités, il y a lieu de moderniser et donc les visites techniques. Est-ce qu'elles se font d'ailleurs? Elles se font. Il y a, dans le cadre de la réorganisation de l'administration centrale du ministère, il y a des efforts qui sont en train de se faire dans le cadre de la direction des services techniques, effectivement, pour prendre en charge cet aspect qui est une sérieuse préoccupation des autorités. Et le cinquième axe concerne la prise en charge, n'est-ce pas, des accidentés de la route. Et quand je dis cela, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut prendre en charge cet aspect que quand, effectivement, nous coordonnons avec le ministère de la Santé. Donc il y a lieu de créer vraiment un cadre de coordination qui nous permette effectivement, de manière professionnelle, à prendre en charge les accidentés de la route dans les délais les plus brefs. Donc cette architecture globale correspond effectivement à la vision du président de la République et nous y attelons. Nous travaillons vraiment pour mettre tout cela en pratique dans le cadre de la stratégie de la sécurité routière. Justement, pour compléter mon ami, je parle ici sous le contrôle de mon ami Simal Fall, le directeur de la sécurité routière, sécurité et prévention routière. Comme vous le savez, si je me rappelle, le premier ou le deuxième conseil des ministres, après l'investiture de son Excellence le Président de la République, a été dédié à la question de sécurité routière. La question de sécurité routière a été largement débattue au cours de ce Conseil des ministres. Puis, au mois de novembre, fin novembre 2019, il y a eu le lancement de la stratégie nationale de sécurité routière à Alleg, si vous vous rappelez bien, par son Excellence le Premier ministre. En plus de cela, le Haut Conseil de la sécurité routière a été tenu à maintes reprises et présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Parmi les orientations qui ont fait l'objet des résultats de ce Conseil, la conjugaison des efforts entre les différents départements ministériels concernés par la riposte aux accidents de route, comme le ministère de l'Équipement et des Transports, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministère de la Défense et le ministère de la Santé. Le ministère de l'Équipement et des Transports à travers le BCR, bien sûr, qui sensibilise, le ministère de l'Intérieur à travers le GGSR, la police, le ministère de la Défense à travers la gendarmerie et le ministère de la Santé à travers les personnels sanitaires qui s'occupent de la prévention, des secours, etc. Et puis, parmi les actions qui ont été prises, on se rappelle, il y a de cela quelques mois, le ministère des Affaires islamiques a pris la décision d'unifier la khutba de Jumu'ah, et la thématique de la sécurité routière était l'objet de cette khutba. Ce sont des actions concrètes qui ont été prises dans le cadre de la riposte ou dans le cadre de la sécurité routière. Comme vous le savez, l'objectif de la sécurité routière, c'est quoi? C'est l'étude de décisions prises pour préserver la vie des citoyens et leurs biens. Actuellement, d'après les statistiques, il y a une nette diminution des accidents de route en les comparant avec les années passées. Autre sujet, vous avez évoqué la question de l'entretien routier. Comme vous vous rappelez, dans le cadre des engagements de son Excellence le Président de la République, son Excellence a pris l'engagement de construire, de faire donc une société, c'est-à-dire une société
qui est chargée de l'entretien routier, de créer une société chargée de l'entretien routier. Et de la maintenance également. Et de la maintenance. Donc cet outil a été créé et il a commencé de façon exacte ses travaux sur les différents axes routiers. C'est l'ETR, l'établissement d'entretien routier. L'ETR. Donc il a commencé ses travaux. La TTM également intervient? Non. Bon, la TTM, c'est une filiale de la SNIM. Oui. Elle peut faire l'entretien routier sous contrat. Donc, Mais l'ETER, c'est un établissement national d'entretien routier qui a été créé nécessairement pour l'occasion, c'est-à-dire pour l'entretien au niveau des axes routiers. Et il a mis en œuvre son arsenal, c'est-à-dire ses équipes, son matériel, et il travaille. Bon, comme vous le savez, il a commencé par déloger les dînes de sable qui étaient sur l'axe Atar-Tijugje, des millions de mètres cubes de dînes de sable. Puis il a commencé à rembler les trous et les fissures qui étaient sur certains axes routiers. Monsieur Wan, il peut vous édifier sur cet aspect parce que c'est le spécialiste. Il peut nous édifier également sur le montant alloué à ces projets, la durée, mais également s'il y a un organisme auquel sera confiée cette gestion de ces ouvrages. Donc très bien. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de sécurité routière et de l'entretien routier. Dans le cadre de ces projets qui viennent d'être lancés, je tiens à souligner que le ministère de l'Équipement et des Transports a entrepris des actions à l'amont de l'exécution de ces projets, de sensibiliser, d'informer, d'anticiper sur la sécurité routière autour de ces projets. Par exemple, le spot d'information a été diffusé sur les antennes de télé et radio pendant une semaine avant le lancement de ces projets pour informer les populations qu'il y aura des travaux au niveau de ces carrefours et ça peut engendrer quelques désagréments et que des alternatives de déviation ont été prévues sur ce point. Et le point de vue entretien routier, c'est un programme stratégique qui est cadré par un contrat-programme triennal, confié justement à une société qui est récemment créée dans le cadre même du programme priorité élargie de son Excellence, Monsieur le Président, le PROPEP. Donc ça fait partie des objectifs du PROPEP et une société qui s'appelle l'établissement des travaux d'entretien routier a été mise à jour, dotée de ses moyens et elle est actuellement opérationnelle. Cette société est actuellement opérationnelle. C'est tout le réseau national. Et elle détient un contrat-programme, l'exclusivité d'opérer, d'entretenir et de prévenir les entretiens, toutes les réparations périodiques et courantes sur tout le réseau national. Point de vue sécurité, l'amélioration de ces projets par rapport à la sécurité routière, il est évident qu'un carrefour plan où la circulation est très difficilement gérable, avec des carrefours dénivelés, ça va diminuer carrément les conflits des accidents au niveau de ces carrefours. Mais par exemple, sur Haïsakin, quelqu'un qui vient là-bas vers 20h, 19h, c'est très bien qu'il y a énormément de véhicules chacun cherche à forcer, malgré qu'il y a des feux tricolores, il y a toujours des conflits par rapport aux usagers. Donc, essayer de déniveler, c'est-à-dire faire déniveler l'un des axes, va résoudre un grand problème sur ce côté-là. Est-ce que dans le cadre de la sensibilisation, vous avez tenu à associer les hommes de communication, les organisations de la société civile pour s'adresser aux usagers, aux chauffeurs, mais également aux chauffards? Est-ce que c'était le cas? Justement, dans le cadre de la stratégie de communication du ministère, des formations ont été tenues au niveau du ministère pour les chauffeurs professionnels. Et ces formations ont été tenues dans le cadre d'un partenariat entre les ministères et certains organismes de société civile, comme par exemple ensemble pour limiter les accidents de route. Je me rappelle
il y a de cela 2 mois, une formation a été tenue au siège du ministère par le ministère et cette organisation de société civile pour 30 chauffeurs professionnels. Quel a été l'objectif de cette formation? C'est la sensibilisation sur les dangers des accidents de route, comment éviter les accidents de route. Le message a été passé à ces chauffeurs professionnels, et ces chauffeurs professionnels vont le transcender également à leurs collègues au niveau des gares routières à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Comme vous le savez, la question des accidents de route est une question nationale. Et elle peut être changée à travers un changement de comportement. Donc la communication pour le changement de comportement devient prioritaire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans le cadre de la communication du département, ce volet a une importance capitale. Aujourd'hui, nous avons une direction qui est chargée de la sécurité et de la prévention routière. Elle a été dotée de moyens financiers qui lui permettent de faire son travail. Et elle sera dotée également des moyens techniques lui permettant quand même de travailler dans les conditions optimales. Donc l'aspect communication est un aspect prioritaire pour le ministère. Allez-y. Effectivement, c'est un aspect essentiel. Dans le cadre de la stratégie, nous avons effectivement prévu d'associer donc les religieux, les imams, la société civile. Mais nous avons aussi, nous souhaitons acquérir des équipements de sensibilisation tels que les autochocs, ce qu'on appelle les autochocs, ou les véhicules tonneaux. Les autochocs, c'est en fait des simulateurs d'accidents pour des usagers qui ne mettent pas la ceinture de sécurité ou autre. Et c'est des événements marquants, c'est des activités que nous pouvons mener dans des espaces publics où des volontaires peuvent tester et effectivement vivre des situations d'accidents simulés. Nous avons prévu cela. Mais nous sommes aussi sur les axes routiers, sur les grands axes routiers à travers le bureau du contrôle routier, le BCR, qui sensibilise avec l'appui de la gendarmerie les usagers de la route sur la nécessité de rouler moins vite parce que vous savez que la plupart des accidents dans notre pays sont dus à des comportements humains, dont l'excès de vitesse. Et pour revenir un peu sur cette question de sensibilisation de votre plateau, je lance vraiment un appel très pressant pour dire que l'accident est un drame qui pose de la tristesse dans certaines familles et qui constitue pour notre économie également une menace très grave pour notre santé publique. Nous devons prendre conscience de cela et essayer de trouver les voies et moyens de les éradiquer. Vous savez, en 2020 jusqu'en avril 2021, le nombre de décès que nous avons enregistrés dus aux accidents de la route était de 130 décès. Mais c'est mieux que 2019, parce qu'en 2019, on était à 161 décès. Mais si on extrapole au niveau mondial, ce qui est remarqué, c'est que le nombre d'accidents, malheureusement, augmente. Avec aujourd'hui plus de 1 300 000 décès à cause de la route. Et ce qui est dramatique, et nous l'observons aussi malheureusement chez nous, c'est que les jeunes de 5 à 29 ans souffrent plus, du moins ils sont plus victimes des accidents de la route que les autres. Donc la première cause de décès dans cette tranche d'âge 5-29 ans, ce sont les accidents de la route. Donc il y a lieu vraiment de prendre des décisions fortes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers les instructions que nous avons reçues et qui sont effectivement pour nous, tout à fait stratégique pour aider le pays à se relever. Et l'objectif qui est annoncé dans la stratégie, c'est effectivement de réduire les accidents avant 2024 à 25% de réduction. Mais mieux, dans le cadre de Tahoudati et dans le cadre du programme élargi du président, nous pensons qu'avec l'effort et la coordination que nous souhaitons, nous pouvons réduire du moins tenter de réduire le nombre d'accidents à moins 50% avant 2024. Tout en sachant qu'au niveau mondial, il y a une stratégie claire, il y a le plan mondial de la décennie 2021-2030 qui prévoit de réduire le nombre d'accidents à 50%, avec une réduction moyenne de 7% par an. Donc, c'est-à-dire que si tous les pays s'engagent
à respecter la stratégie dans le cadre des cibles, parce qu'il y a 12 cibles au niveau mondial qui sont des recommandations qui sont faites à tous les pays pour qu'en 2030, on puisse arriver à une réduction de 50% du nombre d'accidents et de blessés à cause du fait des routes. Donc, pour vous dire que la sensibilisation occupe une place très très importante. Et je pense qu'avec la stratégie que nous sommes en train de développer, nous allons pouvoir... effectivement... Au-delà des... Allez-y. C'est juste pour revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure par rapport à la consistance des travaux et le coût. Puisque je ne vous ai pas répondu par rapport à ça. Vous m'avez répondu. Donc, c'est pour édifier notre spectateur, nos auditeurs, pour qu'ils sachent la consistance de ces travaux. Ce sont des grands ponts modernes qui seront érigés au niveau des carrefours stratégiques d'une envergure de 12 mètres de largeur de tablier. Ça veut dire que la plateforme roulable va être de 12 mètres et la longueur totale de l'ouvrage de 200 mètres. Donc ce sont des grands ponts imposants qui seront construits avec des hauteurs qui permettent de faire passer des gros porteurs, les camions poids lourds qui sont chargés, comme vous le savez, avec un gabarit de 5 mètres de hauteur. Ces ponts, l'État a consenti un effort important d'investissement qui est de l'ordre de 3 milliards pour les deux ponts. 3 milliards 500, 3 600, puisque le premier pont... MRU. Oui, le premier pont c'est 300 millions, c'est 1 milliard 700 et le deuxième c'est 1 milliard 500. Donc tout cumulé, donc c'est 3 milliards et plus. Donc ce sont des investissements importants que l'État met en investissement pour résoudre certains problèmes. En plus de cela, il y a les voiries de 47 km qui coûtent 6 milliards d'ouguiya. Donc c'est très important d'édifier les téléspectateurs sur ces points. Mais au-delà des projets que vous avez évoqués, des deux échangeurs, est-ce qu'il est prévu d'autres échangeurs au sein de la ville de Nouakchott ou ailleurs? Bon, comme vous le savez, il y a une étude de 10 carrefours au niveau de Nouakchott. Donc ces 10 carrefours, progressivement, seront traités une fois le financement acquis. Donc c'est progressif. Il y a le pont de Madrid qui est spécial, en cas déjà en vue de résolution qui va démarrer bientôt aussi. Et les autres carrefours aussi seront traités convenablement par rapport au programme de... Et qu'en est-il des recherches de financement pour ces projets avec vos partenaires techniques? Bon, justement, comme l'a dit mon collègue, M. Wan, l'étude s'est portée sur 10 carrefours. Donc 2 carrefours seront construits, c'est-à-dire le carrefour Bamako et le carrefour... 2 ponts seront construits, le pont du carrefour Haïsaken et celui de Bamako, et il reste 8 autres carrefours. Bon, ces 8 autres carrefours, on peut quand même construire d'autres ponts au niveau de ces carrefours selon les priorités nationales. Ils peuvent être construits soit sur les moyens de l'État ou sur le financement PPP, partenariat public-privé, ou à travers les PTF, les partenaires techniques et financiers. Et j'attire votre attention que pour le moment, le ministère de l'équipement et des transports et sur l'orientation de son Excellence, le Président de la République, a déjà réalisé, pour les 2 années passées, a déjà réalisé plus de 500 km. Des routes qui étaient en état d'arrêt ou en état de stagnation presque totale, les travaux se sont achevés. Et je vous donne un exemple. Par exemple, la route... vous connaissez un peu le Gorgol, la route Kaïdi, Kondel Makame, donc 120 km, la route Temchikot Zravieux, 90 km, la route Besik-Noufassala, 64 km, la route Nouakchott-Bombri, c'est-à-dire la route de Rosso, le premier axe, 165 km.
Et puis la route Nouakchott-Benechab, 74 km. Et qu'en est-il? Si vous faites le compte, vous allez avoir que plus de 500 km ont été réalisés, des routes ont été réalisées, en plus des routes qui sont en état de réhabilitation. D'accord, parce qu'il y a des routes quand même qui sont en état de réhabilitation actuellement. Ouais. Quand on parle de l'axe Nouakchott-Boutigny-Aleg, Aleg jusqu'à Kaïdi, puisque je l'ai emprunté la semaine passée, la route Nouakchott-Nouadhibou qui se dégrade petit à petit. Effectivement. Oui, effectivement. Qu'en est-il de ces projets? Voilà, effectivement, comme vous savez, il y a la réhabilitation par tronçon que le ministère de l'Équipement et Transport a déjà entreprise. Les 3 lots qui sont en cours de construction, qui est le lot numéro 1 entre Boutilimit Aleg, le lot numéro 2 Boutilimit Aleg, il y a 112 km qui sont en train d'être réhabilités et avec un élargissement. Il y a aussi le troisième lot entre Boutilimit et Nouakchott qui est en train d'être réhabilité et élargi. Donc ces routes ont été réhabilitées pendant quelques années et leur durée de vie a atteint au-delà de 10 ans, 15 ans. Donc ils ont été un peu fatigués par l'effet du trafic, par l'effet aussi de surpoids de certains usagers, l'effet aussi de manque d'adaptation de la conception par rapport à la durée de vie, c'est-à-dire le rapport qualité-prix qui est pris en compte, voilà, qui agit sur les conditions climatiques et environnementales qui ont agi sur ces routes. Donc de ce fait, certaines routes, effectivement, on voit qu'elles sont dégradées, mais certains ont vraiment atteint leur maturité par rapport à ça. Parce qu'une route, naturellement, doit se fissurer. Oui, mais bien naturellement, sûr, doit avoir des... On n'est pas contre le fait qu'elle se dégrade, mais c'est le cas partout dans le monde. Voilà. Il y a une lenteur dans l'initiative de réhabiliter. Il y avait un frein pendant quelques années par rapport à l'entretien routier que vous savez. Voilà, donc cette dynamique vient d'être retrouvée avec la nouvelle création de cette société. Donc les entretiens, c'est-à-dire la réparation périodique des routes sera prise en compte. Vous allez voir qu'il y a partout des unités de rebouchage des nids de poules, là où il n'y a pas un projet de construction. Donc c'est une stratégie. Les gens, il faut le dire, ils sont unanimes à reconnaître un peu la qualité des travaux qui ont été entrepris. Puisque la dernière fois, j'ai emprunté l'axe Nouakchott-Rosso pour me rendre à Kaïdi, puisque apparemment la route était dégradée au niveau de Nouakchott, l'axe Nouakchott-Kaïdi. Mais sérieusement, j'étais satisfait en tant qu'usager de rouler sur la route qui relie Nouakchott. Effectivement, c'est une nouvelle technique de dimensionnement qui a été examinée, expérimentée en Mauritanie avec changement de structure. Ça veut dire que la couche de base a été réélevée en matière de qualité de matériaux parce que c'est devenu des graves bitumes. On a introduit 12 cm de gravité plus 6 cm d'enrobé. Tant mieux, l'émission touche à sa fin. S'il y a un dernier mot, on aurait voulu d'ailleurs approfondir la discussion un peu, mais le temps imparti à cette émission touche à sa fin. Vous avez un dernier mot? Bon, c'est juste pour dire que... À l'endroit de nos téléspectateurs. Justement, c'est juste pour dire que ces grandes réalisations dans le domaine des infrastructures viennent à point nommé. Et c'est des réalisations qui complètent en quelque sorte ce qui a été réalisé, c'est le plan économique et social par l'État, par le gouvernement. D'ailleurs, nous savons ce que c'est les grandes réalisations faites ces dernières années, particulièrement l'assurance maladie pour 100 000 Mauritaniens. D'ailleurs, ce ne sont pas 100 000 Mauritaniens, parce que la taille moyenne d'une famille mauritanienne est de 6 membres, donc c'est 600 Mauritaniens. Surtout en cette période de Covid, justement, cette période de pandémie qui a mis à genoux les économies des pays de la sous-région et les économies mondiales d'ailleurs. Donc en plus
de l'assurance maladie pour les dockers qui sont sous l'agence des ministères de l'équipement et des transports. Il ne faut pas qu'on s'éloigne un peu de notre... Et justement, et les réalisations dans d'autres domaines. Tant mieux. Okay. Perdre quelqu'un qu'on aime du fait des mauvais comportements de certains usagers de la route est quelque chose de très douloureux. Et je pense que nous pouvons éviter cela si nous sommes suffisamment sensibilisés, si nous sommes conscients de l'insécurité routière. Notre pays, heureusement, alhamdoulilah, est doté d'un certain nombre de dispositifs qui garantissent la sécurité routière. Il y a lieu de se donner la main pour les mettre en œuvre. Il y a le Conseil national de la sécurité routière qui est donc d'un niveau d'ancrage très élevé, qui est présidé par le Premier ministre et qui élabore des politiques, qui appuie, qui essaye à travers un comité technique vraiment de voir les véritables problèmes d'insécurité routière et de leur apporter des solutions. Des solutions, tant mieux. Donc, pour notre part, nous voulons juste attirer l'attention à tout le monde que les BTP et les infrastructures routières jouent un rôle très important dans l'économie. Nous sommes à la sortie d'une pandémie de Covid, ses effets qui plombent un peu toutes les économies mondiales. Et le fait de vraiment booster l'économie à travers ces chantiers va générer de l'emploi, va satisfaire la mobilité, améliorer les échanges commerciaux. Et c'est vraiment un point stratégique pour investir sur ce côté. Tant mieux. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Mohamed Lamine ou le Cheikh Abdallahi, chargé de mission au département de l'équipement et des transports, M. Malek Fall, directeur de la prévention et de la sécurité routière, M. Wan Ousmane, directeur des infrastructures des transports routiers, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deda, Mamadou Gueye, Madani Dramé, Fall Sletah, Abdallahi Sireba, Seyid Louissi et le réalisateur Daha Cheikh, tous les caméramans et techniciens ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom Sur. تحية طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم معنا في نشرة الأحوال الجوية. حالة الطقس المتوقعة لنهار الغد بحول الله تعالى: سيتميز الطقس بمرور جبهة المدارية شمال الترارز مرورا بجنوب إنشيري وأقصى شمال الحوضين. هذه الوضعية من المتوقع أن تؤدي إلى أنشطة مطرية ضعيفة على بعض المناطق، والرياح ستكون قوية السرعة شمالية شرقية على المناطق الشرقية وجنوبية غربية على المناطق الجنوبية. وللتوضيح أكثر لحالة الطقس بداية مع المناطق الشمالية ومدينة الزوالات التي ستشهد سماء ملبدة بالغيوم مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة في الزوال و25 درجة أثناء الليل وحتى في
في ساعة الصباح الأولى. إلى مدينة أطار التي ستشهد سماء غائمة جزئيا مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة سواد و28 درجة أثناء الليل وحتى في ساعة الصباح الأولى. إلى مدينة أكجوجة في ولاية أنشيري التي ستشهد أيضا سماء غائمة جزئيا لكن مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة زوالا و27 درجة أثناء الليل وتصل حتى في ساعة الصباح الأولى. إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو ستشهد زيادة في سرعة الرياح مع رؤية متأثرة بجو الغبار مع درجات حرارة مرتفعة قليلا تصل إلى 30 درجة سواء و20 درجة أثناء الليل وتصل حتى في ساعة الصباح الأولى. إلى العاصمة نواكشوط كذلك ستشهد سماء غائمة جزئيا لكن مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى 29 درجة سواء و21 درجة أثناء الليل وتصل حتى في ساعة الصباح الأولى. إلى المناطق الغربية والجنوبية. الغربية بداية مع مدينة روسو ستشهد سماء ملبدة بالغيوم مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة سواء و23 درجة في الليل وتصل حتى في ساعات الصباح الأولى. إلى مدينة ألاق كذلك ستشهد أيضا سماء غائمة جزئيا مع درجات حرارة كذلك مرتفعة تصل إلى 42 درجة زوالا و25 درجة أثناء الليل وتصل حتى في ساعة الصباح الأولى. ما زلنا في المناطق الغربية والجنوبية الغربية. مدينة كيهيدي ستشهد أيضا سماء ملبدة بالغيوم ودرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 41 درجة زوالا و26 درجة في الليل وتصل حتى إلى ساعة الصباح الأولى. إلى مدينة تجكجة في الوسط كذلك ستشهد سماء غائمة جزئيا مع درجات حرارة كذلك مرتفعة تصل إلى 42 درجة زوالا و26 درجة في الليل وتصل حتى في ساعة الصباح الأولى. إلى المناطق الجنوبية بداية مع مدينة سيدي بابي التي ستشهد من المحتمل أن تشهد أنشطة مطرية وسحب خفيفة على مدينة سيدي بابي مع درجات حرارة تصل إلى أوائل الأربعينيات. إلى مدينة كيف كذلك من المحتمل أن تشهد تساقطات مطرية خفيفة لكن مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة زوالا و29 درجة في الليل وحتى في ساعة الصباح الأولى. ما زلنا في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية. إلى مدينة العيون التي كذلك من المحتمل أن تشهد أنشطة مطرية ضعيفة لكن مع درجات حرارة ما زالت مرتفعة تصل إلى أوائل الأربعينيات زوالا و30 درجة في الليل. إلى مدينة النعمة كذلك من المحتمل كذلك أن تشهد تساقطات مطرية خفيفة مع درجات حرارة تصل إلى 42 درجة زوالا و29 درجة في الليل وتصل حتى في ساعة الصباح الأولى. أما حالة البحر المتوقعة سيبقى قليل الاضطراب إلى متطرب هذا في الواجهة الساحلية مع تموج بحري دائما شمالي إلى شمالي غربي وارتفاع الموج متغير من 1.25 إلى 2.5 متر و2 متر في مدينة نواكشوط. شروق الشمس بالنسبة لمدينة نواكشوط سيكون عند الساعة 6:29 دقيقة. الغروب سيكون عند الساعة 7:39 دقيقة. هذا ما لدينا حتى الساعة. شكرا على المتابعة وإلى نشرة قادمة بحول الله تعالى من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
يوم لا كسائر الأيام بالنسبة لسكان مقاطعة أمرج، إنه يوم السوق، فهذه الديناميكية يشهدها سوق أمرج الأحد من كل أسبوع، حيث يتوافد الناس من كل فجاج المقاطعة كي لا تفوتهم فرص الربح. في يوم السوق الكبير تعرض البضائع المختلفة وتبدأ المساومات وينتعش الاقتصاد المحلي للمدينة. الأسواق المحلية اللي أسبوعيا يستثمر فيهم المواطن، والله يجد فيهم المواطن قالب قوته من التيفاية ومن الشاري والبايع. وهذو الأسواق فيهم سوق أمرج يوم الحد يجيه قدر من البشر، تتمثل فيه البلديات 3 تجي عد البقرو وأمرج والقرى الحائطة به هو من قرب، وتدخلوا حوالي قدر من السيارات 200 إلى 3 من السيارات، ويجيه ياسر من البشر. بالسوق يوجد كل شيء، المحاصيل الزراعية القادمة من حقول المقاطعة، الكل يستفيد ويفيد. أصحاب المطاعم تزدهر تجارتهم ويحتل المشوي مكانة مرموقة في نفوس الجميع. هون نشتغلوا قطعا يوم الحد، نعياو نذبحوا الشاتين، وهون نذبحوا البقر. لقنا موائر نشروها 35 و40 تمشي ل 40 تلحقها. الفوقاني هون السعر الأعظم نقدم بيوه ب2000. تحته دائما مولي نشتغلوا نعياو نجبروا ربح قليل، ونعياو مولي قاما مولي لا نخسروا نجيروا من يجينا، ونعياو يصدوا ماشيين ما نخسروا لا نجبروا فوت الناس ونعطوها لها. وفي المقابل تحتل المواشي جانبا من السوق، فهي أغلب اقتصاد المنطقة ويتم تصدير